Les policiers ont tapé à la porte, nous demandant de les suivre au poste de police. Et puis là vient la question fatidique. X dit que tu as pris son sexe dans sa bouche. Je me suis effondrée tout de suite en larmes. En fait, ils ont découvert plus de 420 000 vidéos pédopornographiques, dont la plupart où j'étais dessus. En fait, c'était un réseau. Ma mère s'est tournée vers moi, elle m'a regardée, elle m'a dit « De toute façon, t'es qu'une pute et t'as aimé ça ». Lui, il devait avoir 54 à peu près. Quand moi j'en avais 9, je suis née en Tunisie. Ensuite, je suis arrivée en France quand j'avais à peu près 4 ans. À ce moment-là, ma mère a fait la rencontre d'un homme et petit à petit, je devais un petit peu disparaître du paysage familial. J'étais une jeune fille assez réservée, assez timide. On dit de moi que je parlais pas ou très peu. Je pense que déjà petite, j'essayais de signifier le moins possible ma présence. C'était une enfance assez compliquée avec un père absent, une mère maltraitante. Ma mère, elle était capable de un jour me lever le matin très tôt et de m'emmener à Disneyland en me faisant la surprise, et puis un autre jour bien me chercher en hurlant et en me frappant violemment parce qu'elle cherchait un objet qu'elle ne trouvait pas. Il y avait des violences psychologiques et les violences physiques. Je pense que les violences psychologiques, c'est celles qui ont laissé le plus de traces chez moi. En fait, j'avais compris dès petite que ma mère pouvait d'une minute à l'autre rentrer dans tous ses états. Et donc, dès petite, j'ai développé cette hypervigilance que j'ai encore aujourd'hui, où j'analyse énormément mon environnement. C'est épuisant parce que je suis pas forcément dans le présent. Je me rends souvent responsable du bonheur ou du malheur d'autrui, parce que c'est un petit peu ce que je voulais faire avec ma mère pour que tout se passe bien. Après, les violences physiques, la première fois, celle qui m'a le plus marquée, c'était un matin sur Paris. Je voulais aller m'acheter des bonbons. J'ai vu quelque chose qui était pas bien. J'ai fouillé dans la poche de veste de ma mère pour lui prendre quelques pièces. Elle m'a vue, elle m'a attrapée violemment par les cheveux et je suis arrivée à l'école avec le nez en sang. Elle m'a cogné avec son poing, ouais. Ce que je pouvais ressentir dans ces scènes de violence, eh bien, étrangement, c'était de la honte. Je m'en voulais de rester totalement mutique, de lui montrer que j'avais peur d'elle. Il y a une scène qui me fait penser à ça. Moi, je passais des heures à jouer dans ma chambre. J'adorais jouer à la maman, j'occupais l'espace, j'imaginais tout un monde autour de moi. Et à ce moment-là, en fait, j'incarnais un personnage extrêmement puissant. Et j'entends ma mère dévaler les escaliers, arriver, et puis elle avait brandi son poing contre moi et elle m'avait dit si tu fais encore du bruit, je vais te défoncer la gueule. Enfin, elle a été extrêmement violente. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai ressenti énormément de honte. Parce que quelques instants plus tôt, j'incarnais la plus puissante des héroïnes, je me sentais bien et en confiance, et puis elle était venue tout balayer d'un coup. Et je me faisais la promesse à chaque fois de ne plus lui parler, de la détester. Il y a une métaphore que j'utilise, c'est que parfois j'avais l'impression de me voir comme un chiot. Vous savez, un chien, lorsqu'on le maltraite, il revient toujours vers son maître. Et malheureusement, j'ai mis beaucoup de temps avant de faire le deuil de ma mère et d'accepter qu'il fallait que je vive sans elle. Il y avait aussi la violence des soins. Là où je vivais, c'était assez sale. Je pouvais parfois ne pas me doucher pendant plus d'un mois. Et le problème, c'est que à l'âge où on est jeune fille, les hormones commencent à travailler, on commence à transpirer, on est au collège. Et ça, j'en ai beaucoup souffert de pas avoir la même hygiène que les autres, de sentir que mes vêtements n'étaient pas propres, que je sentais. Ma mère avait fait sa vie avec mon ex-beau-père. Ils avaient eu un enfant et donc à ce moment-là, j'étais encore moins la bienvenue. Donc j'étais très souvent isolée dans ma chambre. Et régulièrement, il m'arrivait d'attendre mes repas jusqu'à 22h, le temps que eux aient mangé. Ce que ça a déclenché chez moi, c'est que la tendresse dont j'étais dépourvue, eh bien j'allais la chercher auprès de mes camarades, mais personne n'aime les gens trop collants. Je me rappelle que j'avais une copine dans la résidence, que je voulais jamais rentrer chez moi et à chaque fois j'insistais pour rester avec elle. Mais au bout d'un moment, elle s'est lassée parce que lorsqu'on quémande, ça fonctionne pas. Je dois avoir 9 ans, donc là on habite sur Nice. J'étais assez isolée et je cherchais de la compagnie. Et un jour, en me baladant dans la résidence, j'ai rencontré une jeune fille blonde. Elle devait avoir 2-3 ans d'écart de plus que moi. J'étais fascinée par sa beauté. Je la trouvais extrêmement soignée. Elle était apprêtée. Je sais pas, il y avait quelque chose en elle qui m'attirait, comme si elle et moi, on avait les mêmes difficultés. On s'est liés d'amitié. Et elle m'a expliqué qu'elle était en garde chez une nounou. Et un jour, elle m'invite à aller chez elle, donc chez cette nounou. Cette nounou, en fait, c'est mon voisin. C'est un homme qui provoque aucune émotion. Donc il ouvre la porte de chez lui. Tout de suite, moi, je suis frappée par la maison qui sent le propre. Donc je lui dis bonjour. Je m'avance dans le salon et Nina quitte la pièce. Je sais plus comment. Ce voisin m'invite à le rejoindre devant la table de cuisine et il regarde quelque chose sur son ordinateur. Il me demande de m'avancer. Alors je m'avance et puis en fait, je me rends compte que sur l'ordinateur, ce sont des images pédopornographiques. Donc moi, je vois ça, je suis choquée. Je ne fais rien et je sens en fait à ce moment-là sa main glisser le long de mon dos. J'ai senti mon sang quitter mon corps, j'étais vide, sans substance et je suis restée complètement bloquée. Je l'ai senti se caresser en même temps qu'il caressait le bas de mon dos et je sais plus comment la scène s'est terminée, ça m'a paru interminable. Et ensuite je suis partie, j'ai regagné ma chambre
Et je me suis dit, mais putain, pourquoi il y a 4 fois que ça arrive? Et donc j'ai eu un sentiment de culpabilité, de dégoût, et puis finalement, si ça m'arrivait, c'est parce que j'avais mérité ou que c'était la suite logique. En tout cas, à ce moment-là, c'était plus facile de penser que c'était de ma faute plutôt que de la sienne. Lui, il devait avoir 54 à peu près, quand moi j'en avais 9. Après cette séance, je crois que j'ai dû revoir Nina 1 ou 2 semaines après. Et puis un jour, il nous a emmenés au centre commercial. Il nous gâtait beaucoup. En fait, je pense qu'il avait très bien cerné que, autant chez elle que chez moi, l'unité familiale était inexistante. Et moi, j'étais en manque de repères. Ailleurs, c'était pas mieux, c'était pire. Et donc, les rendez-vous ont commencé à continuer. Donc, j'allais régulièrement chez lui avec Nina. Donc, il nous arrivait aussi des scènes que l'on a vécues tous les 3, d'agressions sexuelles. Se sont répétés, ça a duré 2 ans. Le moment, je pense que le plus terrible, c'est lorsque je suis allée en Norvège. Ma mère a fait une autorisation pour quitter le territoire, pour que j'aille passer Noël en Norvège avec lui. Moi, j'avais envie de fêter Noël. Moi, j'avais envie de vivre ce que je voyais dans les feuilletons aseptisés. J'avais envie de voir des parents me prendre dans leurs bras. J'avais envie de patienter pour recevoir mes cadeaux. Je voulais ressentir cette énergie. Donc, on est allés en Norvège tous les deux. Je me souviens de la traversée en bateau. Où là aussi j'ai dû subir des scènes de violence. Et on est monté dans la chambre. C'était comme une suite pour 2 amants. Donc il y avait une parure de lit léopard avec des pétales de rose dessus. Sauf que moi j'avais 9 ans et que cet homme il en avait 54. Et puis je l'ai regardé et inconsciemment je me suis dit que je devais le remercier parce que c'est ce que fait une femme, parce qu'il m'a fait grandir trop vite et que j'avais l'impression d'être sa femme au final. Il y a eu des rapports buccaux, des rapports, des pénétrations digitales. Et après les viols avec autre chose que sa bouche ou ses doigts sont arrivés plus tard, en Norvège, là aussi. J'avais la conscience de ce qui se passait était grave, mais j'avais pas le choix. Donc en fait, mon corps était devenu une monnaie d'échange, une sorte d'amour conditionnel. C'était terrible parce que j'avais commencé à développer des mécanismes. C'est-à-dire que pour pouvoir arrêter les moments, les scènes, j'avais compris que selon l'intensité de mon souffle, sa jouissance pouvait arriver plus vite. Je savais feinter le désir. J'incarnais la femme qu'il voulait que je sois. Il me montrait des films, il m'a éduquée à ça. Et à chaque fois, j'allais me laver la bouche au savon. Je me dégoûtais. Les scènes qui se passaient étaient souvent filmées. Il avait une emprise sur moi, mais surtout, il connaissait les violences que je subissais au sein de mon foyer. Il savait très bien quelles étaient les relations avec ma mère. Je me rappelle d'une scène dans la voiture où il avait une pulsion et il voulait que je puisse la satisfaire et j'avais refusé. Et il m'a dit, si tu ne le fais pas, je vais le dire à ta mère. Et j'ai eu tellement peur. Et il savait très bien quelle aurait été la réaction de ma mère. Je l'ai supplié à ce moment-là de faire ce qu'il avait envie de me faire. Parce que je préférais subir ces violences que les colères de ma mère. Chez moi, c'était chaotique. Moi, je voulais pas vivre la vie que ma mère me faisait vivre. Moi, je voulais être propre, je voulais avoir une hygiène, je voulais manger à heure fixe, je voulais vivre une vie à peu près normale, parce qu'il faut savoir que ce voisin avait quand même installé une chambre pour Nina et moi. C'était une chambre qui était propre, avec des draps propres, avec un bureau, des choses que je n'avais pas, moi. Et en fait, je m'étais dit, écoute, t'as pas le choix, il va falloir que c'était ça pour avoir ne serait-ce que tes besoins physiologiques. Il faut savoir que pendant ces 2 ans, je n'ai pas parlé. Par contre, j'ai utilisé mon corps comme une arme tournée vers moi. Donc, je me suis mutilée. J'enlevais la peau de la paume de mes mains. Un jour, les policiers ont frappé à la porte de notre domicile. Il faut savoir que personne ne frappait jamais à la porte. Ma mère ne voulait pas que les gens viennent. Chez moi, le bruit devait être inexistant. Le téléphone fixe était coupé. Les clés du courrier étaient cachées comme si on devait vivre dans une bulle isolée de tout. Les policiers ont tapé à la porte, nous demandant de les suivre au poste de police. Et donc on est arrivé au poste de police. Il y avait aussi Nina qui était là avec sa mère et là j'ai compris. Et donc là je me retrouve face à 2 personnes dans une salle grise avec des poupées, des doudous immondes et des livres et on va me poser des questions. Alors au début, je suis persuadée que je vais tenir le coup, que je ne vais rien dire, que c'est notre secret. Donc au début, les questions, elles sont assez bateau. Et puis là, vient la question fatidique. X dit que tu as pris son sexe dans sa bouche. Et alors en fait, moi j'ai eu un moment de recul, je me suis effondrée tout de suite en larmes. Et comment ils sont arrivés sur cette piste? En fait, ils ont découvert plus de 420 000 vidéos pédopornographiques, dont la plupart où j'étais dessus avec Nina. Et en fait, c'était un réseau, des vidéos qui étaient diffusées sur Internet, mais surtout qu'il y avait d'autres personnes. Moi, j'ai déjà rencontré d'autres personnes qui commettaient les mêmes exactions sur les enfants. C'était une enquête qui était menée par la police de longue haleine jusqu'à ce qu'ils tombent vraiment sur les protagonistes et qu'ils soient sûrs. Et à ce moment-là, le cauchemar s'est arrêté, mais s'en est suivi un nouveau. Naïvement, moi, je me suis dit
Peut-être que ma mère va enfin m'aimer, parce que ce qui m'est arrivé est tellement grave qu'elle va peut-être enfin poser les yeux sur moi et que finalement, elle, de tout son amour, elle me couvrirait. Quand je suis sortie, ma mère s'est tournée vers moi, elle m'a regardée, elle m'a dit « de toute façon, t'es qu'une pute et t'as aimé ça ». Et puis là, la violence est montée en escalade. Tous les objets qui passaient par là étaient ok pour me frapper avec. Je me souviens d'une fois où elle m'avait fouetté avec un chargeur de Game Boy Advance. J'avais des traces épaisses et rouges vives dans le dos et je me rappelle qu'à ce moment-là, j'allais à la piscine avec une copine et ma mère était à côté. Et elle voit ces traces rouges vives sur mon dos et ma mère, sans gêne, lui explique que oui, c'est elle qui m'a infligé ça. Mon papa est alcoolique, donc c'est moi qui vais chercher cette pack de 24 bières avec un petit mot pour la caissière pour me laisser passer. Je dois avoir 11 ans, je prends le bus toute seule. Personne s'en inquiète, je cherchais pack de 24 bières quand c'est pas les plaquettes de shit de ma mère. Et un jour, je perds son porte-monnaie. Puis elle devient dingue, elle me retrouve en faisant du stop parce qu'elle n'avait pas le permis. Elle me retrouve dans le carrefour, j'étais tétanisée. Et elle prend mon visage, qu'elle colle sur les rayons et elle me fait traîner sur tous les rayons. Et c'est une femme qui appelle les pompiers pour arrêter la scène. Moi, ce qui m'a surtout frappée, c'est que j'avais plus aucune once d'humanité à ses yeux. Il y a eu un procès. Le procès a duré 1 à 2 semaines, c'était assez long. J'étais présente au procès. C'était assez douloureux pour moi parce que j'ai l'impression que les gens aiment les gens beaux. Et moi, je voulais pas ressembler à une victime. C'est terrible ce que je dis, mais moi, je voulais être belle ce jour-là. Et encore une fois, j'avais même pas pu me doucher correctement. J'avais un t-shirt qui était sale, je sentais la transpiration. J'avais une queue de cheval qui était pathétique. Et je me disais, mais en fait, les gens vont te trouver encore plus coupable parce que j'étais laide. C'est comme si c'était la suite logique des choses. La fille qu'on n'aime pas, celle dont sa mère ne la regarde même pas, incapable de parler, d'être aimée. Je n'occupais pas l'espace. J'étais noire sans être dans le noir. Pendant le procès, cet homme a déclaré que si la police ne l'avait pas retrouvé, nous serions mortes, Nina et moi, parce qu'il était au courant qu'il était allé trop loin. Et donc, ça a été dit. Il a aussi invectivé ma mère, il l'a mis face à ses responsabilités en dénonçant la maltraitance que je vivais. J'aurais aimé qu'on questionne ma mère, qu'on la mette face à ses responsabilités, chose qui n'a jamais été fait. Et donc il a pris finalement 14 ans. Il y a eu une somme aussi des dommages et intérêts, 14 000 €. Et ensuite, une autre somme d'argent que ma mère devait percevoir tous les mois de la prison. Cet argent, les dommages et intérêts, l'avocate a fait un chèque barré. Parce qu'à l'époque, en fait, les parents pouvaient garder l'argent, mais sous condition de le mettre sur un compte en banque. Ma mère a pris cet argent et elle l'a dilapidé. L'argent qui a servi au viol de sa fille. Cet homme, on lui a permis de m'écrire des lettres alors qu'il était en prison. Des lettres dans lesquelles il disait m'aimer, dans lesquelles il disait demander pardon, qu'il aimerait me revoir. La justice était censée me protéger. Ça n'a pas été fait. On ne m'a pas protégée de ma mère. Après tout ça, ma mère à ce moment-là a été internée en hôpital. Moi, je suis allée vivre dans la famille de mon ex-beau-père. Et en fait, à ce moment-là, j'ai envoyé un SOS à ma tante en lui demandant de me sauver. Et elle est venue me chercher. Et donc là, c'est là que ma deuxième vie commence. Je ne repense pas du tout à ce qui m'est arrivé. Ma tante me couvre de tout son amour. Arrivé en master, j'avais créé mon compte Instagram, Plus jamais silencieuse, et j'avais rencontré une femme à travers les réseaux qui avait écrit un livre avec la maison d'édition avec laquelle je suis, donc City Édition. J'ai ce projet d'écrire le livre et donc elle me donne le contact de l'éditeur. Moi, j'envoie un message sur Instagram. Bonjour, j'ai toujours envie d'écrire mon histoire. Il m'appelle, il me dit bon, écoutez Cyrine, votre histoire elle est très marquante. Vous avez des choses à dire, mais des gens qui ont des histoires terribles, il y en a plein. Des gens qui savent écrire, il y en a peu. Donc envoyez-moi un début. Et si c'est bien, je lui fais signer un contrat. Pendant 1 semaine, j'écris jour et nuit. Je lui envoie mon début. Et là, il m'annonce que c'est ok pour le livre. Alors là, je me mets à pleurer, j'appelle toutes mes copines. J'ai mis 9 mois à écrire ce témoignage. Dans ce témoignage, je me livre sans phare. C'est pas évident. J'explique toutes les étapes par lesquelles je suis passée, toutes les conduites d'évitement que j'ai mis en place pour pouvoir survivre. Le livre, ça m'a fait énormément de bien. Je pense que c'est la plus belle de mes thérapies. Pour moi, c'était important de témoigner, de raconter mon histoire. Et je pense que ce que j'ai à dire, notamment sur les conséquences d'agression sexuelle, peut aider. Et si ça peut aider au moins une personne, je me dis que c'est gagné. J'aurais aimé voir quelqu'un dans ma situation et de me dire que c'est possible, que le chemin va être long, qu'on n'arrivera pas tous au même sommet, mais que c'est possible. Tout le monde n'est pas obligé de parler, chacun fait comme il peut. Il y a différents moyens de pouvoir se réapproprier son corps, que ça passe par la thérapie, ça peut être aussi la danse, ça peut être l'art, ça peut être l'écriture. Je pense que ce qui fait le plus de bien à ce moment-là et ce dont on a le plus besoin, c'est de l'amour. Parce que pour moi, l'amour est en chacun de nous et l'amour éveille les gens. Parfois, on a tendance à croire qu'il faut nécessairement être réparé pour rencontrer quelqu'un. Non. Des fois, il y a des rencontres qui nous révèlent à nous. Et l'amour, allez puiser cet amour chez les autres et soyez entourés et surtout déculpabilisez-vous.